Information de ces dernières heures en tout cas, des drones sont tombés sur la base aérienne d'Engels en Russie. Selon les médias russes, des drones ukrainiens ont visé cette base. Ils ont été interceptés, des débris sont tombés. Le bilan, il serait de 3 morts. Les forces ukrainiennes auraient donc tapé une nouvelle fois en profondeur le territoire russe. C'était déjà le cas, en plus ça fait 2 fois en un mois, c'était déjà le cas au début du mois de décembre. Ça nous dit quoi de l'audace, de la confiance, du matériel pour le faire, pour frapper au cœur de ce territoire? Quel message envoyé par les Ukrainiens? Est-ce que le message c'est « nous pouvons vous toucher quand nous voulons, où nous le voulons » Et puis quelle réaction craindre également de la Russie? Toutes ces questions, on va se les poser avec vous, chers invités. Mais d'abord les faits, rien que les faits, les indispensables. Stéphanie Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. C'est la 2e fois, je le disais, qu'elle est frappée cette base d'Engels. Que s'est-il passé précisément? D'abord Amélie, pour bien se situer, la base aérienne d'Engels, c'est ici, à un peu plus de 740 km de Moscou et un peu plus de 600 km du front en Ukraine. On est donc très loin, vous le voyez, à l'intérieur du territoire russe. C'est là que stationnent les bombardiers que Moscou envoie en Ukraine régulièrement pour détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes et plonger les Ukrainiens dans le noir et le froid. Regardez ces photos prises au début du mois. On aperçoit des Tupolev 95 ou 160, des avions capables de transporter des charges nucléaires. Vous l'avez dit, cette base, elle a effectivement déjà été frappée une première fois par un drone ukrainien. C'est il y a 3 semaines. C'était l'un des premiers coups d'éclat de Kiev loin en territoire russe. À la suite de cette frappe, les Russes avaient d'ailleurs inscrit sur la piste ce message adressé aux Ukrainiens: mort aux nazis. Et les Ukrainiens auraient donc, semble-t-il, renouvelé comment le qualifier, ce coup d'éclat. Et oui, il est un peu plus de 2h30 du matin, heure locale cette nuit, quand ce flash lumineux éclaire subitement le ciel de la région. Vous le voyez, il a été capté par plusieurs caméras de vidéosurveillance. Cette lumière, c'est une explosion. Il y en aurait d'ailleurs eu une deuxième, selon une agence de presse ukrainienne, un peu plus tard dans la nuit. Selon Moscou, un véhicule aérien sans pilote ukrainien a été abattu à basse altitude par les moyens de défense aérienne des forces aérospatiales russes alors qu'il s'approchait de l'aérodrome militaire d'Engels dans l'oblast de Saratov. Le drone, si l'on en croit Moscou, n'aurait donc pas touché la base, mais plutôt cette zone à quelques kilomètres que l'on vous a entourée en rouge. Sur les réseaux sociaux, en revanche, plusieurs observateurs du conflit ont expertisé les vidéos. Ils estiment, eux, que l'explosion a bel et bien eu lieu sur la base, dans cette zone cerclée en jaune. Si c'est cette version qui est la bonne, cela signifie que pour la seconde fois en 3 semaines, les Ukrainiens ont réussi à passer à travers la défense antiaérienne russe sur des centaines de kilomètres en territoire russe. De son côté, Kiev n'a pas revendiqué clairement l'attaque, mais elle est, selon l'armée de l'air ukrainienne, la conséquence des actions de Moscou en Ukraine. Si les Russes pensaient que la guerre ne les affecterait pas profondément à l'arrière, ils avaient tort, déclare Yuri Inat. Il est porte-parole de cette même armée de l'air ukrainienne. Et Fanny, sait-on quel type de drone a été utilisé? Eh bien, a priori, c'est un drone ukrainien, Amélie. Première hypothèse, un Tupolev 141. Un drone conçu par l'URSS, utilisé par l'armée rouge dès 1979. Il peut aller jusqu'à 1000 km/h et il a une portée de 1000 km. Les Ukrainiens ont en plus montré qu'ils avaient pu le modifier pour lui intégrer un GPS et ainsi mener des frappes beaucoup plus précises. C'est a priori lui qui a été utilisé lors de la précédente attaque de la base dont on parlait tout à l'heure. Mais le spécialiste aéronautique et ancien aviateur militaire Xavier Titelman a une autre hypothèse, Amélie. Et si c'était le fameux nouveau drone que Kiev est en train de développer? D'après les premières analyses qu'on peut en faire, c'est possible puisque le bruit qu'on entend sur certains enregistrements, notamment des webcams qui sont connectés sur Internet, on entend que l'explosif est un petit peu moins puissant qu'avec le Tupolev 141. Donc effectivement, ça pourrait correspondre à ce nouveau type de drone. Alors ce drone, qui n'a pas encore de nom, a lui aussi une portée de 1000 km. Les Ukrainiens le testaient encore il y a peu, mais ils promettaient qu'il serait prêt très bientôt. Et quelles sont les conséquences depuis cette explosion? Bien, selon des informations ukrainiennes, un centre de contrôle de la base aurait été touché. Selon les Russes, en revanche, aucun matériel ni aucun avion n'a été détruit. D'ailleurs, comme une réponse à cette frappe, les Russes publient ce matin une vidéo qui montrerait l'un des bombardiers partis de la base larguant des bombes au-dessus de l'Ukraine. Regardez. С добрым утром, Зеленский!
Alors, pas de dégâts matériels. En revanche, le ministère de la Défense russe indique que 3 techniciens de l'armée russe ont été tués par la chute des débris du drone qui venait d'être intercepté. Lors de la précédente attaque de cette base, souvenez-vous, les Russes avaient utilisé exactement le même argument. C'était les débris du drone abattu qui avaient provoqué les dégâts que l'on avait vus. Merci beaucoup Fanny, je vous dis à tout de suite parce qu'on va se retrouver. Ah mais non, je vous souhaite une bonne soirée. J'allais vous rajouter du travail, mais ça ira. C'est Justine Fraissinet qui va un peu plus travailler. Merci beaucoup Fanny. Bertrand Badi, je me tourne vers vous pour commencer. J'ai interrogé la question du message à travers cet envoi de drone sur 800 km. On viendra peut-être sur l'aspect technique de ce système aérien russe qui n'arrive pas à arrêter quelques drones. Quel est le message ? Quand je voyais la première fois, j'ai replongé dans mes notes mon nez, la première attaque début décembre, un conseiller ukrainien avait dit « c'est le signe qu'on peut aller où on veut ». Voilà le message. Et un député ukrainien sur cette antenne aujourd'hui a dit « oui, nous avons toutes les raisons morales pour attaquer la Russie. Si la guerre ne s'arrête pas, oui, la Russie doit s'attendre à des attaques contre ces villes ». Alors, comme vous l'avez très bien dit, je ne suis pas spécialiste militaire. Je laisserai à ces messieurs le soin de répondre sur le volet strictement militaire et technique de cette opération. Mais moi, elle me dit 3 choses sur un plan, je dirais, politico-diplomatique. Et 3 choses qui me paraissent très fortes. Il y a un premier message, c'est une nouvelle décrédibilisation de la défense russe et de l'armée russe. C'est-à-dire montrer à la face du monde qu'on peut pénétrer de 600-700 km le territoire de la Russie et y mener une opération de cette nature, c'est quand même un coup très dur porté à la réputation de l'invincibilité, le terme maintenant n'est plus employé, mais en tous les cas, des capacités propres à cette armée russe. Et là, le message est très clair, consiste à dire on peut continuer et du coup, à la face du monde, on ne sait pas trop à quoi vous allez finalement ressembler. Le deuxième message, c'est un message adressé, me semble-t-il, en tous les cas, objectivement, ça me paraît évident, à l'opinion publique russe. Il y a quand même des signes d'une lassitude et d'une inquiétude croissante au sein de l'opinion russe. Bon, on sait ce que valent les sondages, mais il y a des sondages qui indiquent un certain fléchissement dans l'opinion russe. On a eu beaucoup de signes d'inquiétude, de lassitude. On a vu que le mot guerre remplaçait le mot opération militaire spéciale. Lorsque la société russe prend conscience du fait qu'elle est attaquée et attaquable sur son propre terrain, eh bien, évidemment, c'est une pièce nouvelle qui vient, encore une fois, compliquer la tâche de Poutine. Mais il y a peut-être un troisième message qui, cette fois-ci, franchirait l'Atlantique. Parce que le grand mystère, moi j'appellerais ça un mystère parce que j'ai toujours pas compris, de la fameuse co-belligérance non belligérante et l'idée occidentale que de toute manière il n'est pas question de faire la guerre à la Russie, etc., est mise à mal par ce genre d'événement. Alors pour l'instant, ce n'est pas un événement dominant. Il y a tout un tas de gens qui vont se poser la question inutile de savoir si les États-Unis étaient au courant ou pas au courant. Moi, ça ne me paraît dénué de tout sens que de poser ce genre de questions. Mais en tous les cas, c'est la preuve de l'autonomie de l'Ukraine dans sa capacité de décision, et 2, le fait que le fameux grand leader hégémon américain doit composer avec une stratégie qui s'élargit et qui dépasse les ordres, entre guillemets, ou les conseils, si vous voulez, que M. Biden aurait donné à Zelensky. Oui, parce qu'on rappelle quand même que depuis le début de la guerre, les États-Unis se refusent à envoyer des missiles très longue portée parce qu'ils ne veulent pas que les Ukrainiens puissent frapper au-delà de la frontière. 2 fois en un mois que c'est le cas. On ne sait pas si effectivement on ne va pas se poser la question de savoir si les États-Unis sont au courant ou pas. En revanche, on peut se demander dans quelle mesure ils sont raccords avec ce type de décision prise du côté ukrainien. Où ils ne sont pas tout simplement contraints. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Vous savez, il y a beau temps que dans les relations internationales, c'est plutôt le petit frère qui contraint le grand frère que le grand frère qui contraint le petit frère. C'est une des différences avec la guerre froide qu'on veut remettre à la mode et où effectivement ce genre de choses aurait été totalement inimaginable. Olivier Kempf, démonstration de force une nouvelle fois des Ukrainiens. Est-ce qu'on envoie même carrément le message que Moscou est à portée de drones ? On n'y est pas, mais on est capable de le faire. Je rappelle que, encore une fois, ces drones, ils sont passés dans l'espace aérien russe, 800 km sans être interceptés. Alors oui,
Sachant que je ne sais pas à quelle hauteur ils auraient volé, et donc s'ils sont en dessous de la couverture radar ou au-dessus, et donc là vous auriez des spécialistes qui vous expliqueraient ça, de l'armée de l'air, qui vous expliqueraient ça beaucoup mieux que moi. En revanche, oui, ils frappent dans la profondeur, qu'il faut mettre en parallèle avec les vagues successives de frappes dans la profondeur effectuées par les Russes sur le territoire ukrainien. J'ai presque envie de dire que c'est la réponse du berger à la bergère. Nous aussi, on est capable d'aller frapper dans la profondeur, même si on voit que les drones actuels ont probablement des charges explosives très minimes, et donc avec des dégâts qui semblent encore limités. La vraie question est, est-ce qu'il y a une possibilité de monter en puissance, etc. Là, on reste dans le domaine militaire, mais finalement, je vais revenir à deux aspects qui ont été un peu initiés par Bertrand Badi. L'effet sur la population russe. Oui, peut-être que c'est aussi quelque chose, et je vais reprendre votre paradoxe de tout à l'heure, une inversion finalement de l'argumentation. Vous avez vu, ils nous frappent chez nous, donc nous sommes réellement en guerre. Et donc, tout ce que je suis en train de vous forcer à faire, la mobilisation, plus d'impôts, etc., c'est justifié puisqu'ils nous tapent dessus sur notre base stratégique, celle des blablabla. Donc on imagine assez bien qu'on peut avoir ce retournement rhétorique de la part de Moscou. Dernière chose, avec cette frappe dans la profondeur, l'Ukraine est en train, finalement, politiquement et stratégiquement, mais sur la dimension politique de la stratégie, de dire « j'engage l'escalade ». C'est-à-dire que depuis le début du conflit, il y avait une sorte de restriction de l'Ukraine à frapper, certes, les forces russes, certes, sur le front, éventuellement aux abords du front. Donc on a vu des frappes en Crimée, on a vu des frappes à Rostov, on a vu des frappes à Belgorod, qui étaient finalement les points logistiques arrière, certes sur le territoire russe, mais de l'effort de guerre. Et donc finalement, tout le monde comprenait. Là, on n'est pas sur l'effort de guerre, puisque c'est une base de bombardier stratégique. Et donc, même s'il y a eu une vidéo où tout à l'heure, vous avez montré où ils allaient frapper. Mais ça, c'est de la démonstration, c'est du cinéma. La signification politique, elle est ailleurs. Elle est dans « je suis dans l'escalade ». Alors que jusqu'à présent, finalement, les deux ou les trois parties, c'est-à-dire les Russes, les Ukrainiens et les Occidentaux, faisaient attention à contrôler cette escalade. Voici à nouveau une petite marche, toute petite, mais une marche supplémentaire dans l'escalade stratégique du conflit qu'il faut regarder sérieusement. J'ajoute une pièce à la question de la démonstration de force, Vincent. Cette information selon laquelle on serait bien là en présence de drones que j'appellerais moi nouvelle génération, parce que je ne suis pas experte et que j'ai toujours pas la prétention de le devenir, mais qui seraient en plus potentiellement, c'était une piste des premières frappes de début décembre, fabriquées par les Ukrainiens eux-mêmes. C'est-à-dire un message consistant à dire, vous nous envoyez des armes, on a besoin des autres, mais désormais nous avons nos propres capacités militaire de frapper fort. Oui, alors le paradoxe apparent, c'est que au fond, c'est un drone vintage, un demi-siècle d'âge quand même, génération 1970. Mais la démonstration de la plasticité et de cette capacité d'adaptation dont l'armée ukrainienne fait la preuve, y compris sur le terrain depuis le début, dans la communication, dans la conception opérationnelle, dans la fluidité des unités, etc., par contraste avec la verticalité assez paralysée de l'armée russe. Première chose. La deuxième chose, c'est que je perçois à tort ou à raison quand même un glissement doctrinal du côté américain. C'est-à-dire que quand vous reprenez les commentaires qui ont été faits autour du 5-6 décembre, donc la première attaque par drone sur la base de Engels, Anthony Blinken, par exemple, est dans la double négation. Nous n'encourageons pas, nous n'aidons pas. Mais en bon latin, ça s'appelle le nihil obstat. Rien n'empêche. C'est-à-dire qu'en gros, bon, vous avez décidé que ceci était conforme à la défense de vos intérêts, eh bien, on regarde ailleurs si besoin. Donc, de toute façon, c'est effectivement une petite marge de plus, puisque, et dernière observation, alors là, sur l'opinion russe, il me semble qu'il y a deux facteurs qui ont fait entrer la guerre dans tous les foyers. C'est d'abord la mobilisation prétendument partielle, qui fait que le pacte social, en gros, on s'occupe de tout, s'agissant de la sécurité de la mer Russie, et on vous laisse mener votre petite vie et sans nécessairement vous contraindre de vous y engager. Bon, ce pacte social-là a été profondément ébranlé. Et l'attitude de frapper en profondeur des cibles militaires, et ça c'est absolument essentiel,
dans la rhétorique ukrainienne. Il ne faudrait évidemment pas qu'un de ces drones vienne créer un carnage dans un quartier résidentiel. Mais en gros, donc, ce pacte social a été profondément ébranlé et cette aptitude à frapper profondément plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe, c'est-à-dire vous, Russes, vous ne pouvez plus faire comme si ce conflit ne vous concernait pas. Donc voilà, maintenant, est-ce que c'est un calcul qui est accidentel ou délibéré ? Voilà, je pense que ces questions-là se posent aujourd'hui, mais je suis très curieux de savoir ce qui se dit dans le secret des messageries cryptées entre les Américains et l'entourage de Zelensky là-dessus. Jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller ? Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tout le monde s'est un peu concentré sur l'opinion russe. Alors, moi, je voudrais rappeler que l'opinion russe, n'a pas besoin de l'armée ukrainienne pour être interpellée, parce que c'est déjà l'armée russe elle-même qui le fait. Je vous rappelle qu'Engels, c'est l'aérodrome où, il y a quelques mois, il y a eu un avion qui allait vers l'Ukraine, qui s'est crashé sur un bâtiment d'habitation de plusieurs étages. C'était pas des Ukrainiens qui l'ont fait, il y a eu des victimes, notamment il y a eu des morts et des victimes et des blessés. En Russie. En Russie, à Saratov, dans cette ville d'Engels. Voilà. Donc, non seulement c'est pas la première fois que cet aérodrome est touché par les drones ukrainiens, mais surtout que c'est l'avion russe qui a touché la ville russe elle-même en allant bombarder les Ukrainiens. Et des accidents comme ça ne sont pas rares. À Belgorod, ils vivent depuis longtemps, et dans la région de Belgorod, sous la menace, parce que leurs propres missiles peuvent de temps en temps tomber sur leur propre maison, les armes qui sont dysfonctionnelles. Ensuite, donc moi je pense que très sérieusement, l'Ukraine, elle parle surtout aux chefs des armées russes et aux opinions et aux dirigeants occidentaux. Premièrement, pourquoi aux dirigeants russes ? Parce qu'on a vu que cette stratégie de harcèlement, même avec des drones, a déjà marché et que la Russie avait déjà relogé un certain nombre de bases militaires, un certain nombre de ses avions, voire de navires, loin de Sébastopol, loin de la Crimée, où ils pouvaient être frappés plus aisément. Et tout ça, quand même, a une certaine utilité militaire, parce que ça ralentit les opérations militaires, les frappes, ça peut les rendre plus coûteuses, ça peut aussi les rendre plus visibles pour intercepter plus rapidement, parce qu'on peut voir, avec un peu d'aide de renseignements techniques, on peut voir les avions qui partent de plus loin. Vous voyez ? Donc ça a une vraie utilité militaire pour l'Ukraine quand même si ces frappes ont l'air modestes. Mais deuxièmement, je pense qu'on s'adresse surtout aux opinions occidentales pour prouver que ça n'avait strictement aucun sens. Oui, vous faites la guerre, vous vous défendez, mais pas de frappe en Russie. Or, vous voyez, de ces aérodromes partent les avions qui frappent les infrastructures civiles ukrainiennes. De ces aérodromes partent les avions qui tuent les civils ukrainiens. On ne peut pas se défendre sans frapper ces aérodromes. Une dernière question, elle est un peu technique, Olivier Kempf, et vous me dites si vraiment vous sentez la compétence ou pas de répondre. Mais lors des premières frappes, encore une fois, le New York Times avait assuré que des forces spéciales au sol s'étaient infiltrées par la terre sur le territoire russe pour pouvoir guider ces fameuses frappes de drones. J'ajoute une petite information de ces dernières heures. Le FSB a dit avoir éliminé un groupe de saboteurs ces dernières heures, des saboteurs ukrainiens qui tentaient d'entrer en Russie. C'est du côté de Bryansk qu'on a mis une petite carte, on a préparé une carte. C'est vraiment la frontière de l'Ukraine. Il y a même une vidéo qui a été diffusée qu'on essaye de montrer avec parcimonie parce qu'elle est assez dure. C'est ensanglanté, il y a ces hommes qui sont présentés. Peut-on imaginer que non seulement il y a les drones qui arrivent à passer des centaines de kilomètres, mais aussi des hommes qui accompagnent, ukrainiens, qui arrivent à passer la frontière et à guider tout ça depuis le sol ? Alors oui, on peut l'imaginer. La question est, est-ce que c'est probable ? Oui aussi. La question derrière votre question, c'est est-ce qu'ils peuvent aller aussi loin ? Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a déjà supposé des actions commando en Crimée, du côté de Belgorod, du côté de Rostov-sur-le-Don, donc toutes sur cette frange russe, mais arrière du front, si vous voulez. Ça, on a des indications, alors c'est des actions clandestines, et donc bien évidemment, personne ne va réellement le dire, sauf quand on les arrête ou qu'on dit qu'on les a arrêtés. La question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est
pour la base d'Engels que vous venez de montrer, est-ce qu'il y a eu un appui sol, ce qu'on appelle des guideurs aériens, des TACPI, ukrainiens qui, au dernier moment, sur le guidage terminal, réussissent à guider le drone sur la cible? Parce qu'on imagine, même si c'est des vieux drones ou si c'est un prototype, qu'il peut avoir fait son vol par GPS, mais le guidage terminal doit se faire par un guidage, qu'on appelle un guidage de proximité. C'est possible, c'est une hypothèse. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire.